Il n'est pas de plus grand bonheur que d'être en parfaite santé, disait le poète français Max Alexis. C'est dire combien de fois la santé est très importante dans la vie de l'homme. C'est justement pour parler de santé dans cette nouvelle émission que nous recevons le docteur Ousmane Chérif. Il est docteur en médecine, médecin urgentiste et réanimateur. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour, Karim. Alors, vous êtes aussi le responsable médical de l'AS Denguélé, qui est un club qui évolue en première division de notre championnat. Déjà, félicitations à vous. Hein. Vous avez récemment obtenu votre diplôme international en médecine du sport de la FIFA. Avant de parler du système sanitaire ivoirien, dites-nous, qu'est-ce que ce diplôme-là change dans votre carrière, dans votre parcours? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et puis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le système de santé, le système juridique, tout ce que vous faites en tout cas en Côte d'Ivoire dans tous les sujets. Merci beaucoup. Le diplôme international FIFA, ça a été lancé pour permettre déjà à ce que les joueurs soient suivis d'une façon assez particulière. Vous savez, le football est en train d'évoluer vers une hyper-professionnalisation encore. Et la FIFA a souhaité que les médecins qui s'occupent des différents clubs aient une connaissance vraiment assez spécifique de tout ce qui se fait dans le football. Il y a de la nutrition sportive, comment les joueurs doivent s'alimenter, il y a de l'hydratation sportive, tout ce que les joueurs doivent faire en termes de liquide, tout ça dans l'eau, sur le terrain. Donc, c'est vraiment des choses très spécifiques qu'on ne faisait pas avant et qui permettent déjà aux médecins d'être un peu plus aguerris sur la surveillance des joueurs. Mais au-delà de ça, ça permet vraiment aux joueurs et aux championnats d'avoir un niveau largement plus élevé que celui qu'il avait avant. Donc moi j'incite en tout cas tous mes confrères médecins, infirmiers, kinésithérapeutes à faire ce diplôme-là. C'est un excellent, excellent diplôme et probablement la FIFA à un moment donné va recruter des personnes qui ont ce diplôme-là pour des choses internationales. Donc c'est vraiment le moment de faire ce diplôme. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, félicitations à vous et puis bonne suite pour cette nouvelle aventure avec ce diplôme obtenu. Alors, on va parler un peu du système sanitaire de la Côte d'Ivoire, mais avant d'aller un peu plus en profondeur, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit entendre par système sanitaire ivoirien? Le système de santé, c'est l'ensemble des personnes et des organisations qui permettent à ce que le citoyen lambda puisse recevoir des soins. Et au-delà de ça, à ce que la santé de la population soit maintenue. C'est une définition qui est vraiment assez large et qui prend en compte tout ce qui est humain, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, tout ce qui est administratif, c'est-à-dire les directeurs d'hôpitaux, les responsables administratifs, le ministre de la Santé et tout ce qui est population. Voilà. Donc tout ça, ça concourt à l'état de santé de la population. Donc le système sanitaire aussi comprend ce qu'on appelle le plateau technique. Donc les hôpitaux, les bâtiments, il y a le financement aussi de ces plateaux techniques-là. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui concourt à la bonne santé de la population. Alors ce système sanitaire ivoirien, comment est-ce qu'on peut le distinguer? Qu'est-ce qui fait sa particularité parmi tant d'autres systèmes sanitaires? Déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a hérité du système sanitaire français en 1960. Lorsque notre pays a pris son indépendance, on a copié, on a calqué, j'allais dire de façon de A à Z, de tout ce qui se faisait en France en 1960. Aujourd'hui même, le code de santé publique ivoirien est le code de santé publique français de 1960. Il n'a jamais été modifié. Celui de la France a largement évolué depuis toutes ces années, mais celui de la Côte d'Ivoire, c'est le code de santé publique français de 1960. Donc c'est dire un peu que le système de santé français est né dans un certain contexte d'indépendance qui expliquait que on devait faire exactement ce que le français faisait de bien en 1960. Seulement que beaucoup de choses ont évolué en France, mais malheureusement n'ont pas forcément évolué en Côte d'Ivoire ici. Et pourquoi ça n'a pas évolué? Quand vous dites que le code de santé au niveau de la France, ça a évolué à plusieurs reprises, mais la Côte d'Ivoire, depuis 1960, c'est le même code. Pourquoi il n'y a pas eu de changement jusqu'à ce jour? Il y a eu des commissions de rédaction de nouveaux codes qui devaient être faits. Je pense que c'est le président Alassane Ouattara, lors de sa prise de pouvoir en 2010, en 2011, qui avait initié une révision de ce code-là. Mais jusqu'à présent, les experts n'ont pas encore fini de rédiger le nouveau code, donc on n'a pas encore un nouveau code de santé publique. Mais déjà, ça montre un peu que de 1960 à 2011, on a toujours le même code de santé publique. On n'a pas eu l'idée de modifier le code de santé publique. Et la particularité qu'il faut préciser aussi, c'est que
la population française n'est pas pareille à la population ivoirienne. Il y a des spécificités de la population française qui font que le système français marche très bien là-bas. Et il y a des spécificités du système ivoirien qui font que ce même système-là peut avoir des couacs ici. Par exemple, je prends le cas du niveau de vie des populations. Si par exemple vous prenez à Paris, le nombre de personnes qui a la capacité d'aller en clinique privée, c'est assez élevé parce que les gens ils ont quand même un niveau de vie qui est assez acceptable. En Côte d'Ivoire, on a un grand nombre de personnes qui n'ont pas la capacité de payer un minimum de soins. Donc quand vous calquez exactement ce qui se fait en France, en Côte d'Ivoire, ça va marcher sur certaines zones, mais il y a quand même des petites choses sociales qui vont poser toujours des problèmes. Alors, docteur, venons-en à l'état des lieux du système sanitaire ivoirien. Pour vous qui en êtes un acteur, dites-nous, quel diagnostic faites-vous de ce système? Est-ce qu'il est rassurant? Est-ce qu'il est performant ou est-ce qu'il donne à s'inquiéter? Alors, le système de santé de Côte d'Ivoire, il donne une double impression. La première impression, qui est quand même assez satisfaisante, c'est qu'on a l'impression qu'on évolue beaucoup. Par rapport depuis 1960, le plateau technique qu'on avait, l'organisation du système de santé qu'on avait, a quand même beaucoup évolué en termes d'amélioration. Vous savez, à un moment donné, on avait des hôpitaux qui étaient des hôpitaux que de nom. Parce qu'en réalité, quand vous rentrez dans l'hôpital, il y a un minimum que vous devez avoir. Un minimum de lits, un minimum de scanners, un minimum de laboratoires qui n'étaient pas disponibles pendant un long moment. Et depuis… Parlant de lits, de scanners, il faut combien de lits, combien de scanners? C'est calqué à la population. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit, par exemple, dans une population, chaque 50 000 habitants, vous devez avoir une place aux urgences. Si vous avez un service d'urgence dans un village de 50 000 personnes, un service, une place aux urgences doit être tout le temps disponible parce que parmi ces 50 000 personnes-là, il y a une personne qui est possible de venir aux urgences. Si vous êtes à Yopougon, par exemple, et que vous avez 1 million d'habitants, vous avez 900 000 habitants, il faut que le ratio soit respecté dans les services d'urgence. Malheureusement, souvent, les ratios ne sont pas respectés. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire? Dans certaines zones, c'est le cas. Mais à Abidjan, ce n'est pas respecté. Parce qu'à Abidjan, vous savez, c'est la zone la plus, démographiquement, c'est la zone la plus peuplée. Donc, les personnes qui sont ici, par exemple, si vous prenez une zone comme Yopougon, on avait un seul CHU à Yopougon, on a un seul CHU à Yopougon. Et le CHU de Yopougon, moi qui ai travaillé pendant… Qui est d'ailleurs fermé là, je crois. Qui est d'ailleurs fermé actuellement pour réhabilitation, qui va s'ouvrir certainement en 2024. On avait 8 places aux urgences. On avait 8 places aux urgences, mais quand vous regardez le ratio, on était largement en dessous. C'est pour ça qu'au CHU de Yopougon, vous voyez tout ce qui était comme problème. On disait que quand un patient arrive, on n'a jamais de place parce que le ratio, il est fait sur des études. On fait des études pour savoir que quand il y a tel nombre de personnes, voici la probabilité de ceux qui peuvent arriver aux urgences. Mais quand on ne s'est pas respecté, ça crée beaucoup de problèmes. Et ça dit que le système sanitaire en Côte d'Ivoire est mal en point? Non, il n'est pas mal en point. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. On a beaucoup évolué par rapport à avant. Et chaque ministre qui est venu a apporté vraiment une touche assez particulière. Le ministre Aka Awede a apporté une grande touche en termes de financement. Le budget de la santé a largement évolué sous Aka Awede. Et ça, c'était vraiment quelque chose de positif pendant son ministère. Le ministre Raymond Goudou a fait un travail énorme en termes de ressources humaines. Vous savez, il y avait un problème de recrutement d'infirmiers, un problème de recrutement de sages-femmes dans les hôpitaux. Et ce qui faisait que ceux qui étaient là, ils étaient surpeuplés, ils étaient surabondés, ils ne pouvaient pas travailler efficacement. Et elle a fait un large recrutement, elle a vraiment essayé d'équilibrer un peu entre le personnel et les malades. Le ministre actuel, c'est un ministre qui est diplômé en génie civil, et il est en train de s'atteler à faire une rénovation des infrastructures. Vous voyez, il y a un projet de près de 150 milliards maintenant de rénovation du CHR de San Pedro, le CHR d'Agboville. Tous les CHR sont en train d'être rénovés et donc c'est une évolution positive qu'il faut saluer. Mais parallèlement à ça, il y a certaines choses qui ne suivent pas. Vous savez, principalement, le problème humain demeure jusqu'à aujourd'hui. Dans la formation du médecin, moi je l'ai dit plusieurs fois sur plusieurs plateaux de télévision, dans la formation du médecin, il n'y a aucune partie qui vous dit voici comment vous devez être empathique avec le malade. Ça n'existe pas dans la formation du médecin. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les médecins en Côte d'Ivoire sont mal formés? Le personnel soignant ne suit pas ce que le gouvernement est en train de faire actuellement. Et je dis principalement les responsables de service. Les responsables de service ne suivent pas ils nagent un peu à contre-courant de ce que fait le gouvernement. Pourquoi ils le font? D'ailleurs parce que la formation continue n'est pas faite. Vous savez, comme je l'ai dit, il n'y a aucune formation continue en Côte d'Ivoire.
Aucune. Quand un médecin finit, qu'il est diplômé, il sort, il n'y a aucun programme qui lui dit, monsieur, chaque 2 ans ou chaque année, vous devez venir vous recycler ici, vous devez venir apprendre des nouvelles choses. Non. Et ça constitue quel risque pour le système de santé en Côte d'Ivoire? C'est un gros risque déjà pour les malades parce que la science médicale évolue. Chaque jour, il y a des nouveaux traitements qui sortent. Chaque jour, il y a des nouveaux protocoles. Quand vous mettez un médecin à Zouan-Ounien ou dans un petit village de Téini quelque part et qu'il n'est pas en contact avec les nouveaux protocoles, le changement perpétuel de la science médicale, mais c'est un risque pour les malades. Parce qu'on peut découvrir de nouvelles choses, on peut découvrir des nouveaux effets secondaires, on peut interdire des médicaments sur le marché. Et certains médecins, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais je dis qu'on n'a pas de programme officiel. Donc chacun est voué, chacun est laissé à son propre compte. C'est l'effort personnel qui fait le bon médecin en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas normal parce que l'État a une responsabilité de formation. Voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi, en termes de comportement individuel, on a l'impression, vous voyez sur les réseaux sociaux, tous les jours, il y a des publications qui se font l'écho d'insatisfaction de patients, qui arrivent aux urgences, qui vous disent le médecin m'a mal parlé, l'infirmier m'a mal parlé, la sage-femme m'a mal parlé. Et c'est des réalités. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, parce que c'est des réalités. Mais pourquoi ces choses-là continuent? Parce que si, j'ai l'habitude de dire, si vous voyez une grande insécurité, qu'il y a des braqueurs quelque part, c'est la police qu'on interroge. Pourquoi on n'avait pas fait votre travail? Donc quand vous voyez Donc là, vous incriminez l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement doit prendre des décisions. Quand quelqu'un a été une ou deux, trois fois, il revient de façon récurrente que cette personne-là est mal accueillante dans un hôpital, mais il faut sévir. Parce que nous, on se bat. Il faut sanctionner, il faut la relever de la fonction. Il faut la relever, il faut passer par la procédure normale de sanction. On ne relève pas directement de la fonction. Il y a le blâme, il y a la sanction provisoire, jusqu'à atteindre le conseil de discipline de la fonction publique. Mais il faut des sanctions. Parce que si les gens ils ont l'impression que c'est impuni et qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent, mais forcément les patients vont se plaindre. Et aujourd'hui, moi je le dis, en Côte d'Ivoire, les patients ont peur des médecins. C'est une réalité. Ils ont peur des médecins. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont déjà même... Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas disposés pour eux. Non, parce qu'ils ne sont pas disponibles pour eux. Que les choses vont mal se passer. Moi, je reçois souvent des patients aux urgences. Ils viennent déjà avec un a priori. Ils se disent, on va mal me recevoir, je vais passer beaucoup de temps aux urgences. Donc, il faut que nous-mêmes, nous arrangeons. Je dis toujours, il faut laver la blouse. La blouse, aujourd'hui, elle est sale en Côte d'Ivoire. Alors, docteur, c'est vrai, vous dites que le système sanitaire ivoirien, il n'est pas mal. Mais quand vous nous dites que les patients, en allant à l'hôpital, ils ont déjà peur des médecins, est-ce que déjà, on ne peut pas dire que l'image de ce système sanitaire est un peu écorché devant la population? Oui, l'image, elle est moi, dans notre étude, je suis président de l'Association nationale des médecins de Côte d'Ivoire. Nous avons fait récemment une étude concernant la perception des patients vis-à-vis des médecins depuis ces 30 dernières années. Et on a retrouvé qu'effectivement, avant, les gens étaient habitués à avoir des médecins très âgés. Des médecins de 50, 60 ans, c'était des personnes vraiment assez matures qui venaient les consulter. De plus en plus, on consulte des jeunes personnes. Vous venez, c'est votre fils pratiquement qui vous consulte dans un service. La perception des patients sur les médecins a complètement changé ces dernières années. Et maintenant, il y a une crise de confiance qui s'est installée. Et cette crise de confiance-là est exacerbée par les réseaux sociaux. Vous voyez, quand vous rentrez sur un réseau social et qu'on vous dit que tel patient est sorti de tel hôpital, on vous cite le nom de l'hôpital avec une insatisfaction. Demain, quand vous allez dans cet hôpital-là, vous avez quelque part dans la tête quelque chose qui vous dit apparemment ça peut mal se passer. Donc tout ça, ça exacerbe. Et la crise de confiance, elle est réelle. Elle est même exacerbée aussi par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que la communication que fait l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, parfois exacerbe les tensions. Quand l'État de Côte d'Ivoire vous dit que tout accouchement est forcément gratuit dans un hôpital, quand l'État vous dit que le traitement du palu est forcément gratuit dans un hôpital, alors que quand l'État dit que le traitement du palu est gratuit, l'État ne dit pas s'il y a des complications, qui paye. L'État dit simplement le traitement du paludisme simple. Vous voyez dans la phrase qui est marquée sur le site du gouvernement, c'est marqué le traitement du paludisme simple. Est-ce que le patient sait ce qu'on appelle un paludisme simple? Il ne sait pas. Lui, il arrive à l'hôpital, il s'est dit, on m'a dit que paludisme égale à gratuité. Pourquoi le médecin dit qu'il faut que je paye une poche de sang parce que mon enfant est anémié? Alors qu'on m'a dit que paludisme, c'est gratuité. Alors que quand il y a des complications, on n'est plus dans le cas du paludisme. Alors, c'est l'État qui ne joue pas franc jeu à ce niveau-là? C'est la communication qui n'est pas... Je ne dis pas que l'État ne joue pas franc jeu. L'État veut communiquer sur des bonnes choses positives qu'elle fait. Et ça, c'est normal, c'est le rôle. Mais il faudrait faire de la communication à juste titre, la communication qu'on appelle la communication éclairée. Il faudrait que les patients comprennent bien qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui n'est pas gratuit. Quand vous dites l'accouchement est gratuit, est-ce que si l'enfant, par exemple, est un enfant extra-utérin, vous savez, il y a ce qu'on appelle la grossesse extra-utérine. Ce n'est pas une vraie grossesse, c'est une grossesse qui ne peut pas évoluer.
Donc, quand la femme arrive à l'hôpital et qu'elle doit payer parce que ce n'est pas une grossesse normale, elle se dit, mais moi, on m'a dit tout ce qui est grossesse, c'est gratuité. Déjà, est-ce que l'accouchement, le traitement du paludisme, est-ce que c'est gratuit effectivement? Est-ce que la gratuité, elle est effective? Oui, c'est une gratuité ciblée. L'État insiste toujours sur le terme gratuité ciblée. Le traitement du paludisme simple est gratuit en Côte d'Ivoire sur tout le territoire. Je dis bien paludisme simple. Le patient qui rentre à l'hôpital ne sait pas ce que c'est qu'un paludisme simple. Quand il y a une complication, ce n'est plus un paludisme simple, on parle de paludisme grave. Par exemple, si vous arrivez à l'hôpital avec des signes neurologiques, ce qu'on appelle le neuropalu, vous êtes dans une zone où vous avez des hallucinations, vous avez un paludisme qui est arrivé jusqu'à ce que vous avez une agitation, un coma, ce n'est plus un paludisme simple. Ça sort du cadre de la gratuité. Parce qu'il y a des choses à payer qui ne sont pas en rapport avec le paludisme simplement, mais les conséquences que le paludisme a créées sur le reste de l'organisme. Donc, il faut bien comprendre que quand l'État dit une phrase, chaque mot a une importance. Par exemple, on dit du diagnostic. La grossesse est gratuite du diagnostic à l'accouchement. La prise en charge de la grossesse est gratuite du diagnostic à l'accouchement. Quand on dit du diagnostic, ça dit que vous avez déjà confirmé par vos moyens que vous êtes enceinte. Dès que vous savez que vous êtes enceinte, l'État commence à prendre en charge. Mais quand vous venez pour la première échographie, vous avez un ventre qui est ballonné. Rien ne dit que vous êtes enceinte. Vous n'avez pas fait d'échographie qui confirme que vous êtes enceinte. Donc, la première échographie de confirmation de la grossesse, elle est payante. Mais ça, l'État ne le dit pas dans la phrase. Alors, ça ne rentre pas dans le traitement de... Non. Pour dire qu'il y a une grossesse, il faut déjà avoir une confirmation qu'effectivement, parce que vous savez, le ventre d'une femme peut être gros, parce qu'il y a de l'eau dedans, on appelle ça une acide. Il y a des maladies qui rendent le ventre de la femme gros. Le fibrome, quand le fibrome est plus de 33 mm ou vers 45 mm, vous avez un ventre comme si vous étiez enceinte. Il y a des femmes qui se promènent avec des ventres comme enceintes, mais elles ont des fibromes. Donc quand vous arrivez à l'hôpital, on vous fait d'abord une échographie de diagnostic. C'est une échographie pour savoir est-ce que vous n'avez pas une autre maladie ou est-ce que vous êtes enceinte comme vous le pensez. Cette échographie-là, elle ne rentre pas dans le cadre de ce que l'État a dit de prendre en charge la grossesse, puisque ce n'est pas encore une grossesse. Elles sont combien à se tromper sur leur état, ces femmes qui vont pour faire les échos et puis disant qu'elles sont enceintes et on se rend compte que c'est une autre maladie. Elles sont combien? Est-ce qu'elles sont en grand nombre? Non, elles ne sont pas en grand nombre. C'est clair qu'elles ne sont pas en grand nombre. Une femme, quand elle est enceinte, souvent elle fait un test à la maison et tout ça. Donc, très probablement, elle peut être déjà, cette première échographie devrait être gratuite pour elle. Mais ce n'est pas ce que l'État a dit. Je comprends bien ce que vous dites. Hein. La première échographie, pour la femme qui pense vraiment de façon évidente qu'elle est enceinte, devrait être gratuite. Mais dans le protocole de l'État, la prise en charge de la grossesse est faite dès qu'il y a confirmation de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et vous voyez souvent, il y a un petit nota bene qui est marqué. On met dans les mesures disponibles des kits. Vous voyez souvent, la PSP donne un nombre de kits à chaque hôpital pour les accouchements gratuits. Donc, si on a donné 5000 kits aujourd'hui et que les 5000 kits sont finis et qu'on a besoin de kits pendant la période où on n'a pas de kits, quand vous arrivez à l'hôpital, on ne peut pas vous opérer ou on ne peut pas faire votre césarienne. Donc, beaucoup de femmes disent « je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit qu'on ne peut pas m'opérer alors que c'est gratuit ». Mais en réalité, c'est ça. C'est vrai que d'autres font des accusations de malhonnêteté, de kits qui sont détournés. Je ne peux pas dire ici à 100% que ça n'existe pas. Mais ce que je dis, c'est que pour avoir travaillé dans ces conditions-là, je sais que parfois les kits ne suffisent pas. Voilà. Donc, quand les kits ne suffisent pas, il faut expliquer aux parents. Ça ne suffit pas, malgré que ça ne suffit pas, il y a quand même des gens qui détournent. Le détournement, je le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a un voleur qui on accuse, c'est d'abord la police. Quand vous avez donné un lot de kits dans un hôpital, mais il faut que tout soit tracé. Normalement, il ne devrait même pas être possible. En France, quand vous allez au CHU de Rouen, est-ce que il peut passer à l'idée d'un personnel médical à Rouen, en France, de faire un détournement de kits? C'est impossible. Tout est tracé. Les hôpitaux même sont sous surveillance vidéo, sont sous vidéosurveillance. Il est impossible de prendre un kit, de le détourner parce qu'il faut pouvoir justifier quel est le bébé qui est né avec ce kit, quelle est la femme enceinte qui a été opérée. Il faut que tout soit noté dans un registre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'éthique pour les médecins? Pas forcément qu'on ait une vidéo pour surveiller un peu les mouvements des médecins. Les médecins aussi doivent avoir cette éthique-là aussi pour ne pas détourner les kits. Oui, bien sûr que dans chaque corporation, il y a des brebis galeuses. Le nombre de brebis galeuses diminue ou s'augmente en fonction de la régulation qu'on en fait. Dans chaque corporation, il y a toujours des personnes qui veulent aller un peu
un peu à l'écart de la norme. Ça existe partout. Vous allez prendre toutes les corporations de Côte d'Ivoire. Il y a souvent un ou deux éléments. Récemment, il y a des gens qui ont été pris en train de prendre de la drogue dans un corps de métier. C'est pour dire qu'il y a toujours des brebis galeuses. Mais moi, je suis persuadé que le nombre de brebis galeuses dépend de la surveillance qu'on fait. Quand vous sanctionnez une personne, vous dissuadez des centaines de milliers de personnes. Quand vous sanctionnez une seule personne, tous ceux qui vont entendre la sanction sont dissuadés de même penser à quelque chose comme ça demain. Mais quand l'État, aujourd'hui on a une inspection de la santé, une inspection qui est chargée d'aller dans les hôpitaux de façon inopinée, de faire des visites surprises. Moi, je ne me rappelle jamais avoir vu une visite surprise dans l'hôpital dans lequel je travaille. Donc la question se pose, que fait l'inspection de la santé exactement? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Il faut se poser la question parce que s'ils font leur travail correctement, je suis sûr que le nombre de personnes, des brebis galeuses parmi les agents de santé va diminuer drastiquement. Parce que vous nous dites, les anomalies que nous constatons dans les différents hôpitaux de la part des médecins, en grande partie, c'est de la faute de l'État de Côte d'Ivoire, du gouvernement. Les responsabilités sont partagées. C'est d'abord la faute de ceux qui le font. Je dis que les médecins qui s'adonnent à ce genre de pratiques, les infirmiers, les sages-femmes, les brancadiers, qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là, c'est des gens qui doivent être condamnés. Ils sont d'abord responsables de leurs actes. Mais l'État de Côte d'Ivoire peut diminuer ou peut éradiquer ce phénomène en prenant des mesures correctives. Et si jamais on les fait, je dis qu'une personne sanctionnée, ça dissuade des centaines d'autres personnes. Voilà, donc il faut sanctionner. D'accord, alors on parle toujours du système sanitaire de la Côte d'Ivoire. On va parler des médecins. Selon des chiffres de 2021, on avait un médecin pour plus de 9000 habitants. Pour 2023, c'est un médecin pour plus de 10 000 habitants. On voit que le nombre d'habitants augmente, mais le nombre de médecins n'augmente pas. Oui, la démographie en Côte d'Ivoire est assez évolutive. De 2021 à 2022, si vous regardez le recensement général de la population et de l'habitat, vous allez voir que la population a vraiment assez augmenté, surtout les jeunes personnes ont assez augmenté. Le nombre de médecins qui doit être recruté pour pallier, pour prendre en charge cette nouvelle population qui naissante là, devait être assez suffisant. Donc, quand vous avez une année où beaucoup de médecins meurent, d'autres vont à la retraite, des médecins qui sortent de la faculté. Actuellement, on a environ 50 médecins qui sortent de la faculté d'Abidjan, environ 30 médecins qui sortent de la faculté de Bouaké. Nous, notre promotion de médecins, on est sorti autour de 30 à 35 personnes. Donc, quand vous avez 35 nouveaux médecins pour prendre 10 000, chaque médecin doit prendre 10 000 nouveaux habitants, vous voyez que la démographie, quand elle est très rapide, on peut pas, le nombre de médecins est très bas. Mais aujourd'hui, je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé ont compris. Voilà, ils ont compris avant nous et ils ont commencé à prendre des mesures pour que le nombre de médecins qui sortent des facultés soit très élevé. Voilà, donc je pense qu'on risque de rattraper déjà à partir de 2023, 2024, 2025, on va encore revenir à un médecin pour autour de 9 000 ou 8 000 habitants. En tout cas, je suis persuadé, vu le nombre de recrutements qui est en train d'être fait en médecine. D'accord, alors on ne peut pas parler aussi du système de santé en Côte d'Ivoire sans évoquer la question des cliniques privées illégales. On en dénombre en Côte d'Ivoire environ 2000 et selon des chiffres du ministère de la Santé, c'est plus de 1700 qui exercent dans l'illégalité, soit 80% de cliniques privées illégales. Quel est votre regard sur cette question? Alors, les cliniques privées en Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'une des plaies qui joue sur la santé des populations. Nous, on a des patients qui se font opérer dans des endroits qui sont à la limite des boutiques même. Des opérations qui sont très importantes, des chirurgies très lourdes qui se font dans les boutiques. Aujourd'hui, la régulation de ces cliniques privées-là n'est pas faite correctement. Déjà, il y a, pour ceux qui sont informés des différents dossiers, il y a déjà une lutte entre deux entités qui sont responsables de la régulation de ces cliniques privées. Lesquelles? La direction de la police sanitaire, qui est dirigée par le grand frère Mermoz Bozou, c'est un médecin, voilà, donc Mermoz Bozou, et la direction des établissements publics et privés. Qui est dirigée par Dr Marie-Joseph Biti. Dr Biti. Donc, c'est quoi, pourquoi ce conflit entre ces deux entités? La frontière de leurs compétences n'a pas été clairement définie par l'État. La police sanitaire est chargée de tout ce qui est illégal. Normalement, tout ce qui est activité illégale, que ce soit individuelle ou collective, la police sanitaire peut intervenir. La direction des établissements publics et sanitaires, la DEPS, est aussi responsable de tout ce qui est établissement, en termes de construction.
Donc la frontière de qui doit aller fermer les cliniques privées n'a pas été clairement définie. Et je sais, si vous regardez la page de la direction de la police sanitaire, il y a des cliniques privées fermées par la police sanitaire. Si vous regardez la page de la DEPS, il y a des cliniques privées fermées par la DEPS. Vous pouvez faire l'exercice, aller sur les pages Oui, Facebook. on a eu l'occasion même de faire une interview avec Madame Joseph Biti. C'est ça. Elle nous a dit qu'elle était aussi missionnée pour ce travail-là. C'est ça. Et donc, je pense qu'elle a fermé plus de cliniques privées que la police sanitaire. Mais le problème déjà, c'est qu'il faut régler ce problème-là. Parce que quand on a deux entités, quand vous allez une première fois pour faire un contrôle et que quelqu'un d'autre d'une autre entité va aller une deuxième fois pour faire un contrôle, ça crée parfois des problèmes. Les cliniques privées ne savent pas où prendre leurs déclarations, ne savent pas comment se mettre en règle. C'est assez difficile. Donc, je pense que l'État de Côte d'Ivoire… Vous pensez que c'est ce qui est un peu à l'origine de la prolifération des cliniques privées? C'est l'une des raisons. De façon claire, évidente, c'est l'une des raisons. Moi, aujourd'hui, je suis partisan du fait que les deux doivent se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'on doit, sur le problème des cliniques privées, il faut que la police sanitaire, c'est-à-dire que la DEPS prenne des résolutions et appelle la police sanitaire pour que la police sanitaire fasse les fermetures de cliniques. Mais aujourd'hui, la DEPS elle-même prend la gendarmerie et va faire des fermetures de cliniques. J'ai discuté il y a des bruits de couloir qui diraient que c'est parfois les cliniques privées ont un délai qu'on leur accorde pour pouvoir se mettre en règle. Moi, je pense que ce n'est pas officiel, mais je pense que ce n'est pas normal. On ne devrait pas laisser quelqu'un dans l'illégalité pour lui dire « Monsieur, vous avez un délai pour vous mettre en règle ». Tant qu'il n'est pas en règle, il n'exerce pas. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il y a une insuffisance d'offres en termes de soins pour la population? Ce n'est pas aussi ce qui fait que les cliniques privées naissent de jour en jour? C'est l'argument que les cliniques privées évoquent pour leur maintien. Ils disent qu'ils sont dans certains quartiers où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infirmerie, les gens ont besoin de petits contacts et donc c'est pour ça qu'ils ouvrent. Mais on ne peut pas aider en étant dans l'illégalité. Ça n'existe pas. Dans la loi, quand vous êtes dans l'illégalité, il n'y a aucune aide qui peut être justifiable. Donc je pense qu'aujourd'hui, de façon claire, l'État de Côte d'Ivoire doit fermer toutes les cliniques privées. Et ensuite, on leur donne un délai pour se mettre à jour. Une fois qu'elles sont à jour, il faut faciliter aussi les procédures pour se mettre à jour. Moi, j'ai un grand frère responsable de clinique privée qui a vraiment passé un long moment avant d'avoir ses papiers, avant d'avoir ses autorisations. Il est à jour, hein? Il est à jour aujourd'hui, voilà, il est à jour, il est à Cocody, il travaille sans problème. Mais je pense que l'idéal pour l'État de Côte d'Ivoire, comme ça a été fait pour les terrains, comme ça a été fait pour les ACD, là, il faut que les demandes se fassent en ligne. Et que tout se fait en ligne. Il ne faudrait pas que les gens aillent s'arrêter, faire des rangs, déposer des papiers, tout ça. Il faut que tout se fasse en ligne et qu'on facilite les choses aux personnes qui veulent vraiment travailler. Alors, vous expliquez un peu le fait que les cliniques privées naissent de jour en jour par cette discorde entre la police sanitaire et puis la DEPS. Mais il y a aussi certains qui pensent que c'est le fait que le budget du ministère de la Santé n'est pas suffisant, n'est pas un peu costaud pour lui permettre de mener à bien ses missions. C'est vrai que le budget, pour pouvoir faire des fermetures de cliniques, des contrôles de cliniques, il faut de l'argent. Ça, c'est clair. Mais de ce que nous, on constate sur le terrain, c'est qu'il y a des cliniques privées. Déjà, une clinique privée, la loi leur demande, lorsqu'ils font la construction de leur clinique privée, ils doivent mettre leur numéro d'autorisation sur la clinique privée. C'est une obligation légale d'affirmer sa légalité. C'est comme les établissements scolaires. On leur demande d'inscrire dessus pour que directement, on n'a même pas besoin de faire de contrôle. Quand vous venez, vous voyez le numéro d'inscription, ça rassure même le patient. Le patient qui vient se faire soigner, qui voit que ma clinique que j'aime bien est autorisée par l'État de Côte d'Ivoire, il est rassuré quand il fait ses soins. Mais aujourd'hui, de façon claire et évidente, sans même avoir besoin de faire des tractations, quand vous venez, vous regardez déjà la peinture, la façade d'une clinique, vous ne voyez aucun numéro d'autorisation. Mais clairement, vous savez qu'ils ne sont pas déclarés. Parce que s'ils sont déclarés, c'est une fierté pour eux de l'affirmer. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire le contrôle. Mais c'est un peu contraire à ce que dit la déclaration d'Abuja 2001 qui recommande 15% aux États africains, 15% du budget national. La Côte d'Ivoire, pour cette année 2023, c'est 691,7 milliards de francs CFA, qui fait environ 6% du budget total qui est de 11 694 milliards de francs CFA. Est-ce qu'ils n'ont pas raison aussi, ceux qui le disent, quand on se réfère à cette déclaration d'Abuja? Vous savez, moi-même particulièrement, j'ai été l'une des personnes qui exigeait beaucoup, qui demandait beaucoup que l'État arrive au moins à 10-15%. Mais
plus on côtoie les autres systèmes sanitaires des différents pays, plus on se rend compte qu'il y a une réalité financière. Même la France, là j'ai été surpris moi-même de le constater, que même la France est autour de 8-9% du budget qui est alloué à la santé. Pourquoi nos États accordent peu d'intérêt, peu d'importance à la santé, qui est quand même quelque chose de très important pour la population? Sans santé, il n'y a pas de richesse qu'on peut produire. Bien sûr, ça fait partie des objectifs du millénaire. Il y a de richesse que l'homme, c'est la santé. C'est la santé, avant tout. Exactement. Et aujourd'hui, ce sont les deux secteurs qui véritablement peuvent montrer le développement d'une nation. C'est le secteur de l'éducation-formation et c'est le secteur de la santé. Quand les gens ne sont pas formés, quand les gens ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent rien faire dans un pays. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on réclame encore une augmentation du budget. Moi, je pense que 7%, 8%, on sera dans la norme. Les 8%, vous savez, il y a le salaire de tous les agents de santé dans le pourcentage. Il y a les infrastructures qui sont dans le pourcentage. Il y a tout ce qui est fonctionnement du système de santé est dans ce pourcentage-là. La Côte d'Ivoire a signé d'elle-même la déclaration d'Abuja. On n'a pas obligé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est allée signer d'elle-même la déclaration d'Abuja qui oblige les États à aller à 15%. Mais aujourd'hui, moi, je pense de façon humble qu'en ayant côtoyé un peu les différents systèmes, que la Côte d'Ivoire ne peut pas, n'a pas la possibilité d'aller jusqu'à 15%. Ce qu'on veut, c'est qu'on aille. Cette incapacité, ça peut durer combien de temps? Ou c'est pour. L'incapacité. C'est sur une longue période? Déjà, moi, je pense que quand on va mettre en place la couverture maladie universelle, on va évoluer largement. Parce que la couverture maladie universelle, l'État prend une grande partie en charge grâce à la caisse de l'assurance maladie. Donc, en France, par exemple, c'est pour ça qu'ils sont à 8%. Parce que l'État a l'obligation de soigner gratuitement un certain nombre de personnes. Donc, l'État fait des dépenses vraiment élevées pour du social. Et c'est pour ça que je demande encore, je profite de vos écrans pour demander à toute la population vraiment de prendre au sérieux la couverture maladie universelle. Ça retarde parce que la population elle-même ne s'inscrit pas. Beaucoup de personnes disent « ça ne marche pas pour le moment, donc je ne m'inscris pas ». Mais tant que vous n'allez pas vous inscrire, ça ne va jamais marcher. Parce qu'on a besoin de personnes qui cotisent pour pouvoir prendre en charge. Si vous ne cotisez pas, l'État a déjà mis une partie dans la CNAM, mais on n'aura jamais de couverture maladie universelle. Et c'est la meilleure des choses qui puissent arriver à la Côte d'Ivoire en matière de santé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Si la CMU est mise en place et qu'elle fonctionne correctement, vous avez une opération d'appendicite à 17 500 francs. Vous avez 17 500 francs, vous rentrez dans un hôpital, vous vous faites opérer d'une appendicite. Alors qu'actuellement, on est prêt de 200 à 300 000 francs pour une opération d'appendicite. Donc, c'est vraiment une révolution énorme et j'invite vraiment la population à s'inscrire massivement, à faire leur carte CMU, à cotiser correctement. C'est le seul gage que nous avons d'avoir un système de santé performant dans les années. Alors, docteur, en quelques minutes, puisque nous sommes à la fin de cette émission, on va parler brièvement de ce sujet qui fait polémique dans le milieu universitaire et même dans le corps médical en Côte d'Ivoire. C'est la suppression du tronc commun à l'université Nangu à Progwa. Quel est votre regard sur cette question? On vous a entendu, on vous a lu aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes opposé à cette mesure du ministère de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous reprochez à cette décision? Alors déjà, il faut bien comprendre que l'enjeu de la suppression ou non du tronc commun, c'est l'enjeu de la santé des populations. Parce que quand on forme des médecins, c'est pour avoir des qualités qui vont être vues par la population dans 5 ans, dans 7 ans après leur formation. Aujourd'hui, le tronc commun, il y a d'abord 3 choses qu'il faut comprendre dans l'installation du tronc commun et dans sa suppression. Le tronc commun mettait en relation le médecin, le pharmacien et l'odontostomatologiste dès la première année. Vous savez, le médecin et le pharmacien, ils ont des sciences fondamentales qui sont communes. La botanique, c'est la science des plantes, de la pharmacologie qui permettent aux médecins de comprendre comment le pharmacien réfléchit et aussi aux pharmaciens de comprendre comment le médecin et vice-versa avec l'odontostomatologiste. Donc, ce sont des sciences fondamentales que nous avons en commun, que nous devrions faire en commun. Aujourd'hui, avec la suppression du tronc commun, le médecin ne connaîtra pas ce que le pharmacien fait comme science fondamentale, l'odontostomatologiste fera pareil avec les autres. Donc, on a déjà une perte en termes de connaissances de sciences fondamentales. Deuxième des choses, la création d'une compétitivité égale pour pouvoir être médecin. Vous savez, depuis l'Antiquité, je l'ai dit sur un réseau social, depuis l'Antiquité, Hippocrate avait mis en sorte un système de compétitivité pour que le médecin soit celui qui soit le plus brillant, le plus combatif, le plus persévérant. C'est une qualité pour être médecin. Quand on finit la formation, on comprend pourquoi on fait tout ça. Parce que être médecin, c'est d'abord une persévérance, c'est d'abord une volonté de continuer, même quand c'est difficile. Quand vous réanimez un patient qui ne va pas bien, si vous n'avez pas développé cette qualité de persévérance-là, malheureusement, le patient va décéder. Donc,
dans la formation du tronc commun, il y avait ce souci de persévérance. Et je le dis parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui le fait. Les autres pays font ce système de compétitivité-là. Aujourd'hui, en France, pour ceux qui sont curieux de savoir comment la France, qu'on aime bien copier, forme ses médecins, en première année, il y a ce qu'on appelle le système de LASPAS. Le LASPAS, le LAS, c'est licence pour les agents de santé et le PAS, c'est la première année des agents de santé. C'est un système compétitif, c'est un système de concours. Tout le monde n'est pas qualifié, mais personne n'est renvoyé. Personne ne sera renvoyé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas exclu du système. Quand vous vous inscrivez en première année, vous faites des matières de sciences médicales et vous choisissez des options de droit, de sciences économiques et de sciences naturelles. Si vous n'êtes pas admis en médecine, vous faites la compétition pour pouvoir être admis en médecine. Quand vous n'êtes pas admis en médecine, vous avez le choix de dire je reprends l'année parce que je veux devenir forcément médecin ou bien vous allez en droit. Alors, vous parlez de compétitivité, le ministère en justifiant sa décision a estimé qu'il s'agit là de relever un peu le niveau des étudiants en tronc commun qui est actuellement bas. Et le ministère aussi a mis en avant la question du déficit de médecins que connaît la Côte d'Ivoire. Et il estime qu'avec cette décision, on va combler ce vide-là. Oui, le ministre Adama Diawara a donné 4 argumentations pour la suppression du tronc commun et ces 4 argumentations ne tiennent pas la route. Vous avez dit, il veut augmenter le nombre de médecins en Côte d'Ivoire. Le quota qui est fixé par l'université Abobo Adjamé pour le nombre de médecins qui sera recruté, ce quota-là est fixé par le ministère. On pouvait maintenir le tronc commun en augmentant le quota. Simplement, si vous voulez plus de médecins en Côte d'Ivoire, ça se fait en France, je le dis déjà, ça se fait déjà en France. Si vous voulez augmenter le nombre de médecins, vous dites, je fais le concours de tronc commun, mais au lieu de prendre 50 personnes, je prends 200 personnes. Les 200 personnes seront prises, puisqu'ils vont au-delà de 200 personnes au tronc commun. Donc, ce premier argument ne tient pas. Deuxième argument, le ministre nous dit que je veux que la première année de la médecine se fasse en médecine, la première année de la pharmacie se fasse en pharmacie et la première année de l'odonto se fasse en odonto. Je veux que chaque première année retourne dans sa faculté. Mais quelle est l'exigence? Qu'est-ce que ça apporte que chaque première année retourne dans sa faculté? Il n'y a aucune explication logique. Aujourd'hui, il y a des doctorants à la faculté de choses, la faculté de sciences économiques qui sont en France, qui font leur doctorat en France. On ne dira pas que, bon, puisqu'ils sont en France, il faut que chaque doctorant revienne dans sa faculté. Chacun est formé dans le lieu où il est bien formé. L'emplacement géographique n'est pas important. Donc, quand le ministre nous dit que je veux que chaque première année retourne, c'est la première argumentation même qu'il a donnée, que ça répond aux besoins de ramener chaque première année dans sa faculté. Il n'y a aucune nécessité, il n'y a aucune utilité à ramener chaque première année. S'ils sont bien formés ensemble, il n'y a aucune utilité à les ramener. Le ministre nous dit que l'amphithéâtre d'Abobo Adjamé ne peut pas supporter le nombre d'étudiants. Mais le nombre de personnes qui est affecté dépend du ministère de l'enseignement supérieur. Ceux qui sont affectés au tronc commun ne quittent pas du ciel. C'est le ministère de l'enseignement supérieur qui les affecte. Si vous savez que vous pouvez former 1000 personnes, vous affectez 1000 personnes. Vous affectez 1000 personnes, mais il faut garder le système de compétitivité. Aujourd'hui, en disant qu'on va affecter les gens simplement avec les notes du bac et avec les notes de classe, qu'est-ce qu'on va créer? Vous savez, les notes du bac et les notes de classe, c'est parfois des notes qui sont eues sur le baccalauréat de façon inopinée. On a des personnes qui n'ont pas forcément comme premier choix, qui n'ont pas forcément comme grande volonté de faire la médecine. Mais ils ont un parent, on a beaucoup de personnes comme ça, ils ont un parent ou quelqu'un d'autre qui veut qu'ils fassent la médecine. Ils seront orientés en priorité, ces gens-là, en médecine. Mais ils n'auront pas la passion de faire la médecine. Et ça va se ressentir dans les années qui vont suivre. Et je dis aujourd'hui que pour ceux qui pensent que les structures privées qui ont été ouvertes, parce que dès que le ministère a supprimé le tronc commun, le ministère a ouvert la formation médicale privée. La formation médicale privée, elle sera faite de sorte que toute personne qui s'inscrive finisse médecin, puisque la majorité, en tout cas, que ce soit dans les autres pays, c'est une bonne chose? C'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose de former des gens au privé avec quel diplôme on va les donner? Notre diplôme est appelé le doctorat d'État. Le doctorat d'État de docteur en médecine. C'est un doctorat d'État, c'est l'État, c'est dans les structures publiques qu'on donne le doctorat d'État. La question que moi je posais, qui a été sans réponse à l'un des membres du ministère, c'est quel est le nom du diplôme qui sera donné aux gens qui vont sortir du ministère, des écoles privées de médecine? Ça sera un doctorat quoi? Ce sera un doctorat d'État, c'est des gens qui seront affectés à la fonction publique, c'est des gens qui vont travailler uniquement dans les cliniques privées. Qui va les former? Dans quel CHU on les forme? Parce qu'il ne faut pas juste avoir une école pour former des médecins. Il faut avoir un CHU pour pouvoir faire des travaux pratiques, des travaux directement sur les patients. Et ils vont trouver ces patients-là où? Où seront les CHU?
Ils vont travailler avec le ministère. Déjà, il y a un grand nombre d'étudiants en médecine. Dans les facultés, on trouve que le nombre il est bondé. Si toutes les structures privées doivent aller encore dans les CHU, mais la formation sera du n'importe quoi. D'accord, c'est bien noté, docteur. Malheureusement, on ne pourra pas aller au bout de ce sujet qui est passionnant. Hein. On vous voit, vous en parlez avec beaucoup de passion. Vraiment. Malheureusement, le temps n'est pas notre ami. On va mettre ça pour prochainement, certainement. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dernier mot avant de se quitter. Je voudrais féliciter vraiment Intelligent TV. C'est une télévision qui est assez magnifique avec toutes les initiatives que vous faites. À chaque fois qu'il y a un vrai sujet, vous invitez les personnalités qui sont concernées pour qu'on puisse en parler. Et comme dit un grand journaliste, Alafé Wakili, tant qu'on se parle, on n'a pas de violence. Donc je pense que c'est bon de parler, ça nous permet d'extérioriser ce que nous avons. Et tant qu'on se parle, le pays va aller bien. Merci. Merci beaucoup, on s'est parlé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, d'avoir suivi cette émission. Nous étions donc avec Dr Osman Chérif, il est médecin urgentiste. Merci encore une fois de plus à vous et puis à très bientôt sur nos antennes pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.